Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous avez été nombreux à me demander de partager avec vous mes réflexions sur le Tchad et notamment sur le positionnement politique de son chef de l'État. Alors, le général Mahamat Idriss Déby Itno, le putschiste halal, nouvellement élu président de la République, est-il un panafricain? Où se situe-t-il sur l'échiquier géopolitique? Je vais vous le dire, mais pas avant d'avoir remercié du fond du cœur tous ceux qui m'ont souhaité prompt rétablissement et surtout ceux et celles qui ont contribué financièrement à mes cagnottes. Allez, venez, on y va. Déby père a toujours été ondoyant et divers. L'homme sûr des Français, mais également l'homme qui a mis la France à mal en finançant Afrique Média, en dénonçant l'ingérence de la France comme aucun chef d'État en exercice auparavant. Une relation « je t'aime, moi non plus ». Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis, je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais dans les mois qui ont précédé son assassinat, Déby était indubitablement dans sa phase de désamour. Sa mort violente est annoncée le 20 avril 2021, quelques jours après sa 5e réélection, 31 ans après sa prise de pouvoir par les armes en 1990. Et c'est dans cette dynamique que le fils Déby arrive à la tête de l'État dans les bagages d'un conseil militaire de transition composé de 15 généraux. Au début, on a tous observé que Mahamat Idriss Déby, dont le surnom est Kaka, K-A-K-A, était sous la coupe d'Emmanuel Macron. C'est vrai que Macron, un plan capillaire au vent et masque sur le nez, s'était précipité comme un dératé à N'Djamena dès le surlendemain de la mort de Déby père pour faire ce qu'on appelle du damage control. Car perdre le Tchad pour Paris, c'est perdre complètement pied au Sahel. C'est la désintégration de l'épicentre militaire de la France en Afrique et de la France-Afrique. Au moment où cette région est au cœur de toutes les attentions, je devrais dire de tous les appétits géopolitiques, et que la France s'est fait éjecter sans ménagement du Niger, du Mali et du Burkina, ce serait une véritable catastrophe. Au Mali, au Burkina Faso, nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. Au Tchad, au Niger. La présence française est mise à mal en Afrique, dans la région du Sahel. Un rejet de sa présence militaire, mais aussi de son influence politique et économique, jugée néocoloniale par des populations en colère. Alors Macron adoube la prise de pouvoir par coup d'État du fils de Idriss Déby, même si cela discrédite totalement et durablement la position de la France à l'international. En effet, le discours français devient totalement inaudible à partir du moment où l'Élysée couronne le putschiste Déby Junior, alors qu'il condamne avec véhémence les putschs au Mali, au Burkina et plus tard au Niger. Mais Macron s'en fiche. Pour ne pas perdre le Tchad, il est prêt à vendre sa mère et sa grand-mère. Ah non, c'est vrai que les grands-mères, ils préfèrent les épouser. Au début, c'est tout bénef pour Kaka Déby, à qui le parapluie protecteur de la France permet d'éviter l'opprobre et même les sanctions à l'international. Également, le Tchad a la chance de faire partie de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui est beaucoup moins assujettie à l'Occident que sa consoeur ouest-africaine CEDEAO, et dont les chefs d'État refusent systématiquement d'envisager ne serait-ce qu'une seconde de punir les peuples
ou d'appliquer des sanctions non prévues dans leurs textes, contrairement aux voyous ouest-africains. Et c'est ainsi qu'après s'être engagé à remettre le pouvoir aux civils, au plus tard 18 mois après son putsch, et à ne pas prendre part à l'élection présidentielle qui sera organisée à cet effet, Déby Junior devient un acheteur compulsif de costumes français et un visiteur assidu de l'Élysée. 2 rencontres, rien qu'en 2021. À cette période, il est un exécutant zélé des desiderata d'Emmanuel Macron. C'est notamment lui qui s'oppose à ce que le Mali exerce la présidence tournante du G5 Sahel. Refus qui conduira au retrait du Mali en mai 2022 et à la disparition quelques mois plus tard de l'organisation. En 2022 toujours, il engage des négociations et signe un accord de paix avec une quarantaine de groupes rebelles à Doha au Qatar le 8 août. Pourtant, assez rapidement, Macron se rend compte que Kaka Déby ne marche plus vraiment comme la France l'entend. Mais qu'est-ce qui a donc pu le pousser à devenir plus rétif envers Paris? D'une part, il a fini par être profondément agacé par Macron et le Quai d'Orsay qui, voyant que les USA avançaient leur pion succès Masra, ont commencé à insister lourdement pour que Déby tienne sa parole et cède sa place à leur pion à eux, Moussa Faki. L'idée même de la remise du pouvoir à un civil dénote d'une méconnaissance complète des réalités du terrain. Depuis 50 ans et autant d'années de guerre civile, le Tchad est un régime politico-militaire caractérisé par des groupes géoethniques dont les dirigeants, que ce soit Déby père, Hissène Habré, Goukouni Ouédé, Félix Maloum, ont tous été soit des officiers militaires, soit à la tête de groupes armés grâce auxquels ils ont pris le pouvoir. Il y avait donc 0% de chance que cela se déroule comme les officines occidentales l'avaient envisagé. Ce n'est pas pour rien que le 13 juillet 2022, Déby avait vertement recadré les parrains Yankees d'Échec Masra qui le menaçaient de sanctions en leur balançant un très peu diplomatique « Le Tchad est un pays souverain, ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous dire quoi faire de notre pays. » Fin de citation. Et il avait ajouté aussi bien pour les Amerlocs que pour les Français: il faut que les gens sachent qu'on est en 2022. Et le temps où des petits fonctionnaires qui travaillent dans les ambassades, qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'État africains est révolu. Et c'est ainsi qu'au lieu de respecter ses engagements, il préfère organiser tardivement un dialogue national inclusif souverain qui prolonge la transition de 2 ans et lui permet d'être candidat à la présidentielle. Patatras! Le plan de Macron de positionner à la tête du Tchad Moussa Faki, le larbin en chef président de la Commission de l'Union africaine dont la langue est marron à force de lécher les bottes et les fesses des Occidentaux, s'écroule. Un autre élément qui explique le virage de Déby est le retour de la guerre en plein centre de l'Europe. Or, avec le déclenchement de la guerre OTAN-Russie en Ukraine en février 2022, quelque chose d'intéressant se passe sur la scène internationale. Alors qu'en Europe, on observe les pays qui abandonnent leur neutralité sans consulter leur peuple, comme la Suède et la Finlande qui décident de rejoindre l'alliance militaire impérialiste de l'OTAN, et même la Suisse qui se joint aux sanctions farfelues de l'Union européenne, c'est le mouvement contraire qui s'opère ailleurs dans le monde et notamment en Afrique. Ici, les États et les peuples sont demandeurs de neutralité. À choisir entre d'un côté la doctrine occidentale qui exige que si tu traites avec eux, tu ne dois traiter avec personne d'autre, et de l'autre la doctrine chinoise et russe, on pourrait même dire la doctrine BRICS, qui dit que si tu traites avec eux, tu peux traiter avec qui tu veux à côté, c'est tout vu. Il n'y a pas match. Le comportement de l'Occident a toujours été de
profiter de la faiblesse volontairement entretenue de l'Afrique pour lui imposer un parti pris. Aujourd'hui, alors que pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, certains pays comme le Niger, le Mali et le Burkina sont dans la phase de reconquête de leur autodétermination, les États et les peuples africains ne veulent plus prendre parti dans les bagarres des autres là-bas, que ce soit les palabres interethniques en Ukraine ou même au Moyen-Orient ou dans le Pacifique. La doctrine africaine, héritière des 5 principes de Bandung, consiste à dire que sur cette terre, vous tous, vous êtes potentiellement nos partenaires. Nous voulons être souverains et du haut de cette souveraineté, nous regardons le monde et nous voulons être neutres et faire les choix qui nous arrangent et non plus qui arrangent les intérêts extérieurs. Comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. 2. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. Voilà. Cette volonté assumée de neutralité des Africains ne passe pas en Occident, où la mode est à l'abandon de la neutralité. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. Est-ce que vous envisagez, Monsieur le Président, un changement d'alliance militaire? Est-ce que vous envisagez de lâcher votre alliance avec la France pour nouer une alliance avec la Russie? Ou est-ce que vous comptez conserver votre alliance militaire avec la France au vu de ce qu'a dit l'envoyé personnel du président français à la sortie d'une audience que vous lui avez accordée il y a un mois? Il faut rester au Tchad et bien sûr nous resterons. Écoutez, le Tchad est un pays indépendant, libre et souverain. Nous ne sommes pas dans le principe d'un esclave qui veut changer de maître. Nous avons l'intention de travailler avec toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde qui nous respectent et qui veulent travailler avec nous en se respectant mutuellement. Les Occidentaux savent parfaitement qu'il ne s'agit pas de quitter un maître pour aller chez un autre. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais ce narratif créé à Paris, repris par Washington et Bruxelles et répété à l'envi par les plus imbéciles perroquets de la France-Afrique, qui sont heureusement de moins en moins nombreux, que ce soit dans nos palais présidentiels, dans nos administrations, dans nos armées, dans la rue et sur les réseaux sociaux, pour dénigrer cette volonté assumée de neutralité et d'autodétermination des Africains debout. Confrontés à la perspective très probable d'une 3e guerre mondiale et du retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, ainsi qu'à l'émergence d'un monde multipolaire, l'Occident, en chute libre civilisationnellement, divisé politiquement, affaibli économiquement et dépassé militairement, veut conserver ses États tirailleurs. Il veut des vassaux qui lui obéissent au doigt et à l'œil, à qui il conteste jusqu'à la propriété de leur territoire et de leurs ressources. L'an dernier, j'étais à la session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. J'ai eu un entretien avec Jean-Yves Le Drian, mais aussi Monsieur Borrell, qui est actuel représentant de l'UE. Les deux m'avaient dit sur un ton assez tendu leur préoccupation sur le fait que la Russie développe des relations avec l'Afrique et concrètement avec le Mali. Et ils avaient exprimé leur position de façon sur un ton assez colonial. L'Afrique, c'est la zone de responsabilité, c'est la zone d'influence, c'est la zone d'intérêt de l'Union européenne.
Et évidemment, je ne peux pas accepter de tels arguments. C'est du colonialisme à l'état pur, du néocolonialisme. Est-ce qu'on est en train de s'enliser quand même au Mali? On est en train de se sécuriser. Sécuriser. C'est notre frontière sud. Si on laisse demain cette région aux mains des djihadistes, c'est notre propre sécurité. C'est la sécurité de ces pays. Nous avons un devoir de solidarité, mais c'est aussi notre propre sécurité. L'Afrique nouvelle dit cet assujettissement est terminé. Mais si vous apportez du business gagnant-gagnant et du respect, alors on peut faire des affaires. En 2024, c'est ça qui est en train de se jouer. Et c'est dans ça que Petit Déby, les vaillants dirigeants de la Confédération AES, le Centrafrique, le Cameroun, la Guinée équatoriale se trouvent. Et c'est dans ça que Talon et Ouattara ne veulent pas aller. Alors non, Mahamat Idriss Déby Itno n'est pas un panafricain. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je fasse une vidéo pour clarifier ce qu'est le panafricanisme, qui est devenu l'un des concepts les plus galvaudés de la planète. Qui en sont les vrais acteurs et les infiltrés et pourquoi il est dans son essence tellement dangereux pour les Occidentaux. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Mais après des débuts très penchés, Mahamat Idriss Déby Itno, comme quelques autres chefs d'État africains, est aujourd'hui en quête de neutralité et de souveraineté. Je ne suis pas en train de dire que ces gens sont des saints, ni de juger ou d'approuver leur politique intérieure. Mais sur le plan géopolitique, ils semblent avoir compris les vrais enjeux et ils veulent faire du business au mieux des intérêts de leur pays et non plus ceux des puissances étrangères. Vous les reconnaîtrez facilement à la façon dont ils sont diabolisés ou chicanés par l'Occident. Ne pouvant pas le clasher frontalement sous peine de subir le même sort que les troupes américaines qui ont été éjectées de N'Djamena fin avril 2024, tout à coup, soudain, brusquement, la France instrumentalise sa justice pour coller une procédure de bien mal acquis à Déby, tout en dépêchant un envoyé spécial pour faire son atalakou afin d'essayer de négocier le maintien de la présence militaire française. La bonne vieille politique du bâton et de la carotte. Certains Africains qui n'ont pas encore fait la mise à jour de leur logiciel croient que parce qu'on achète des armes à Poutine ou à Macron, on doit être dans une relation exclusive avec la Russie ou la France. Ce sont eux qui qualifient la Turquie et l'Inde de partenaires peu fiables quand ils voient que ceux-ci font des choix qui ne sont pas alignés H24 sur l'Occident ou sur la Russie ou la Chine. Mais la géopolitique ne s'accommode pas de la monogamie. Ce n'est pas la fidélité et la soumission à un autre État qui doivent motiver les décisions de nos dirigeants, mais la préservation de nos intérêts qui se déclinent en 4 catégories. Suprêmes, vitaux, stratégiques et tactiques. Mais ça, c'est une autre émission. Ceci veut dire que le matin, vous pouvez faire un business avec Pékin et l'après-midi, faire une autre affaire avec Berlin. Ça dépend de vos intérêts. Dans ce domaine, comme ailleurs, vive la polygamie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager le lien de cette vidéo dans vos groupes et sur vos réseaux sociaux pour combattre l'algorithme qui veut nous invisibiliser. Et aussi comme Abdikadir, Marie, Vanessa, Fabrice, Estelle, Patrick, Brandon, Idrissa, Silas, Simon, Olivier, Serginho, François, Michel, Jean-François, Babatunde, Chaka, Didier, Patrice, Freddy, Peter, Marcel, Guy, Odile, Leila, Landry, Léopold, Lionel et tant d'autres, vous pouvez contribuer à mes cagnottes dont le lien s'affiche à l'écran ou alors cliquer sur le bouton « Merci » à côté du bouton « Partager » juste en dessous de cette vidéo sur YouTube. Merci et à bientôt.